De nombreuses questions se posent aujourd'hui. Pourquoi n'a-t-il pas été puni immédiatement? Pourquoi n'a-t-il pas mené à bien le coup d'État? Ou pourquoi a-t-il été tué juste un jour avant l'indépendance de l'Ukraine? Dans cette vidéo, nous tenterons de répondre précisément à ces questions. Mais il y a une autre question que j'essaierai d'aborder et que peu de gens se posent. J'essaierai de vous montrer pourquoi Vladimir Poutine dépense des milliards en armes personnelles et en militaires privés comme le groupe Wagner de Prigojine. Les coûts de la sécurité de Poutine. Commençons par parler des dépenses de sécurité de Vladimir Poutine. Le fait d'être président de la Russie s'accompagne d'une sécurité impénétrable. Cependant, selon les informations officielles du gouvernement, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Vladimir Poutine a encore renforcé sa sécurité. Cette augmentation est probablement due à l'intensification des efforts déployés par le Kremlin pour garantir la sécurité du dirigeant russe, en particulier à la lumière de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. En outre, cette augmentation des dépenses coïncide avec une hausse des attaques de drones à l'intérieur des frontières russes. Les informations fournies par le ministère russe des Finances révèlent que, de janvier à mai de cette année, les dépenses consacrées à la sécurité et à la protection de Vladimir Poutine et de son équipe se sont élevées à 15 milliards de roubles, ce qui équivaut à 185 700 000 $. Cette somme représente 77% de l'allocation budgétaire annuelle, soit une augmentation de 15% par rapport à la même période l'année dernière. Selon un rapport du Moscow Times, ce chiffre dépasse notamment les dépenses du gouvernement pour l'armée russe et la défense des frontières, comme le souligne le même rapport. Mais combien Poutine dépense-t-il réellement pour sa protection personnelle par le biais d'armes personnelles et de forces armées privées comme le groupe Wagner de Prigojine? Selon certaines sources, il s'agit d'un montant choquant de 2,7 milliards de dollars. Le service fédéral de protection, également connu sous le nom de FSO, Federalnaya Slujba Okrani, est responsable de la sécurité de Poutine 24 heures sur 24. Cette agence, dirigée par Viktor Zolotov, est également responsable de la distribution du budget russe. Viktor Zolotov aurait été sanctionné en 2019 pour avoir violé de nombreux droits de l'homme en Russie. Bien que le FSO soit très discret sur ses budgets et ses dépenses, selon certaines sources, son budget annuel s'élève à des milliards de roubles. Le service fédéral de sécurité, FSO, compte environ 50 000 personnes en uniforme, ainsi que plusieurs milliers de personnes qui opèrent sans uniforme. Cette agence a autorité sur le sujet, conçu pour être utilisé en cas de conflit nucléaire mondial. En outre, le FSO gère un réseau de communication sécurisé destiné aux personnalités gouvernementales de haut rang. Doté d'une grande influence, le FSO possède divers privilèges et capacités, tels que la possibilité de mener des perquisitions et des surveillances sans mandat, d'effectuer des arrestations et de donner des directives à d'autres entités gouvernementales. Le FSO n'est pas le seul à assurer la sécurité et la protection de Poutine à tout moment. La garde nationale de la Fédération de Russie est une autre mesure de sécurité pour le président russe. Le service fédéral des troupes de la garde nationale, également connu sous le nom de Rosgvardia, fait office de force militaire nationale de la Russie. Il s'agit d'une organisation autonome qui dépend directement du président Vladimir Poutine. Ce lien hiérarchique découle des rôles de ce dernier en tant que commandant en chef suprême et président du Conseil de sécurité. La création de la garde nationale a été perçue par certains observateurs comme une mesure visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à éviter les chevauchements inutiles de fonctions dans le cadre de la sécurité de la Russie. Cette décision a été prise sur la base d'une évaluation complète des obstacles stratégiques auxquels la nation est confrontée. Toutefois, selon des spéculations et certains rapports, Rosgvardia a été créé par Poutine pour développer une force armée personnelle capable de gérer les troubles intérieurs et de contrecarrer les révolutions de couleur potentielles, tant à l'intérieur du pays que dans les régimes étrangers alliés. Environ 340 000 soldats font partie de la garde nationale, répartis dans 84 unités stationnées dans toute la Russie et relevant directement du président Poutine et non du ministère de la Défense. Selon certaines estimations, l'entretien de cette armée privée nécessite la somme astronomique de 200 milliards de roubles, soit 2,1 milliards de dollars, provenant de l'argent des contribuables russes. Ce n'est pas tout. Vladimir Poutine dispose également d'un autre niveau de sécurité, le SBP, Service de sécurité présidentielle. Le service de sécurité présidentielle est une agence fédérale chargée de protéger le président et le premier ministre de la Russie, ainsi que leurs familles et leurs résidences officielles. Ses origines remontent à la 9e direction générale du KGB à l'époque de l'URSS. Le premier chef de l'agence était Alexander Korzakov, un général du KGB. Entre 2000 et 2013, le général Viktor Zolotov a occupé le poste de chef du service de protection présidentielle. Selon les informations publiées par les médias occidentaux, l'agence comptait environ 2500 employés en 2007.
Le département de sécurité psychologique est une division du service de sécurité présidentielle chargée d'évaluer les renseignements relatifs aux menaces contre la vie du président. Ce département collabore avec des experts de différentes agences de renseignement, dont le GRU, le FSB et le SVR. Le SBP compte 4 unités différentes, chacune ayant une mission importante pour la sécurité de Vladimir Poutine. Les gardes du corps personnel de Poutine constituent l'une des unités du SBP. Il semblerait que ces gardes soient choisis après une enquête extrêmement approfondie et qu'ils soient formés pour devenir aptes à assurer la sécurité de Poutine. Ils font si bien leur travail qu'ils sont considérés comme la meilleure unité de protection personnelle au monde. Les gardes du corps personnel de M. Poutine sont formés pour éliminer toute personne qu'ils considèrent comme une menace. C'est pourquoi, selon certaines sources, les anciens officiers de police ne sont pas retenus pour ce poste. En effet, les anciens policiers sont formés pour détenir et non pour tuer. La rumeur veut que les gardes du corps de la SBP soient des psychologues opérationnels capables de percevoir une menace rien qu'en regardant une personne. Ces gardes du corps, connus sous le nom de mousquetaires, doivent être âgés de 19 à 35 ans. Ils sont également entraînés à augmenter leur force de frappe et leur puissance de frappe, ce qui leur permet d'être plus efficaces. Ils sont également entraînés pour améliorer leur endurance et doivent être capables de résister à n'importe quel type de climat. Ils doivent également maintenir un poids compris entre 75 et 90 kg. Pour devenir garde du corps de Vladimir Poutine, il faut également connaître au moins 5 langues étrangères et avoir de bonnes connaissances politiques. Si vous pensiez que ces paramètres étaient trop nombreux, d'autres viennent s'y ajouter. Selon certaines informations, les gardes du corps privés de confiance de Vladimir Poutine doivent être extrêmement bien entraînés au combat, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Ils ne doivent pas hésiter à tuer et n'éprouver aucun remords après l'avoir fait. Ils seraient équipés de mallettes uniques, conçues pour protéger Poutine et contenant des pistolets SR1 Vector de 9 mm de fabrication russe, chargés de munitions perforantes. Avant le voyage de Poutine, les équipes préparatoires effectuent une reconnaissance approfondie de la destination, parfois des mois à l'avance. Elles évaluent les réactions potentielles du public, l'impact de conditions météorologiques défavorables et même les risques de catastrophes naturelles dans la région. Avant son arrivée, les logements qu'il va utiliser sont examinés en détail et des dispositifs de brouillage sont mis en place pour contrer le déclenchement à distance d'engins explosifs. Des techniciens procèdent également à la surveillance électronique des téléphones portables et d'autres appareils se trouvant à proximité. Lors de ces déplacements, Poutine voyage dans un convoi de fourgonnettes lourdement blindées, accompagné d'opérateurs militaires spéciaux brandissant des AK-47, des lance-grenades anti-chars et des missiles anti-aériens portables. Lorsqu'il apparaît en public, il est entouré de 4 niveaux de sécurité. Ces gardes du corps personnel forment le premier cercle, tandis que d'autres membres du personnel de sécurité sont discrètement positionnés dans la foule. D'autres niveaux de sécurité encerclent le périmètre, tandis que des tireurs d'élite sont positionnés sur les toits avoisinants. En 2016, Russia Beyond a mis en lumière des rumeurs persistantes, suggérant que le FSO utilisait occasionnellement une doublure présidentielle pour renforcer la sécurité de Poutine, souvent appelée « corps numéro 1 ». Après tout cela, il n'est pas surprenant qu'il dispose d'une équipe chargée de tester et de goûter chaque aliment qui lui est servi, afin de vérifier qu'il n'y a pas d'empoisonnement. Comme nous l'avons vu, le président russe Vladimir Poutine prend diverses mesures de sécurité pour se protéger des assassins et des putschistes potentiels. Ces précautions incluent des gardes du corps équipés de mallettes et de parapluies par balles, ainsi que d'armes de poing puissantes, l'utilisation de sosies et la présence de goûteurs de nourriture, entre autres stratégies. Avec un tel dispositif de sécurité à sa disposition en permanence, il est pratiquement impossible de faire du mal à Vladimir Poutine. Et puis il y a le groupe Wagner. Le groupe Wagner. Le groupe Wagner, également appelé PMC Wagner, est une société militaire privée en Russie, précédemment supervisée par Yevgeny Prigojine, un ancien associé du président Vladimir Poutine, jusqu'en 2023. Le groupe a utilisé les ressources des forces armées russes. Bien qu'il ne soit pas motivé par des considérations idéologiques, certains segments de Wagner auraient été liés au néonazisme et à l'extrême droite. Bien que le groupe Wagner puisse ressembler à une entité commerciale classique, ses dirigeants et ses activités sont étroitement liés à l'appareil militaire et de renseignement russe. Le gouvernement russe a identifié l'utilité de Wagner et d'autres sociétés militaires privées similaires comme un moyen d'étendre sa portée mondiale discrètement, en évitant la présence manifeste d'unités militaires d'État. Par conséquent, il est plus juste de considérer Wagner comme une extension par procuration de l'État russe, plutôt que comme une entreprise indépendante offrant des services ouvertement sur le marché. Tout porte à croire que Wagner a été employé comme mandataire par le gouvernement russe, lui permettant ainsi de désavouer son implication dans les activités militaires étrangères et de dissimuler l'ampleur réelle des pertes résultant des interventions de la Russie à l'étranger.
Le groupe s'est fait connaître pendant le conflit dans la région ukrainienne du Donbass, où il a aidé les forces séparatistes pro-russes entre 2014 et 2015. Wagner a apporté son soutien à des gouvernements alignés sur la Russie, en participant à des conflits tels que ceux de la Syrie, de la Libye, de la République centrafricaine et du Mali. Selon certaines informations, des membres du groupe Wagner ont été accusés d'avoir commis des crimes de guerre, notamment des actes tels que des meurtres, des tortures, des viols, des vols contre des civils, ainsi que des mauvais traitements et des meurtres de déserteurs présumés. Selon la législation russe, les sociétés militaires privées sont illégales. Comment autant de sociétés militaires privées comme le groupe Wagner peuvent-elles exister aussi ouvertement en Russie et même assister le président lui-même? Le cadre juridique russe présente d'importantes lacunes. Bien que le code pénal russe interdise aux individus de servir de mercenaires, les entreprises d'État ont la possibilité d'entretenir des forces armées et des entités de sécurité privées. Ceci, associé à un réseau souvent complexe de sous-traitants, permet aux citoyens russes de travailler pour des sociétés militaires privées en dépit de l'interdiction apparente. Une autre solution consiste à enregistrer les sociétés à l'étranger, ce qui permet aux autorités russes d'ignorer les activités de ces sociétés militaires privées étrangères. Il est essentiel de noter que le groupe Wagner n'est pas officiellement enregistré, que ce soit en Russie ou ailleurs. D'un point de vue juridique, la société n'a pas d'existence formelle. Conformément à la stratégie d'ambiguïté délibérée, l'État russe ne se contente pas d'autoriser les opérations du groupe, mais les soutient souvent activement. Le groupe Wagner est ainsi devenu très puissant. Wagner a joué un rôle important dans l'incursion russe en Ukraine, en utilisant des prisonniers russes pour des rôles de combat en première ligne. Sa présence en Ukraine s'est considérablement intensifiée à la fin de l'année 2022, passant de 1000 à une fourchette estimée entre 20 000 et 50 000 personnes. Il s'agirait de la principale force d'assaut employée par la Russie lors de la bataille de Bakhmout. Ce dernier mois, les États-Unis ont désigné l'organisation comme un groupe criminel transnational important et lui ont imposé de nouvelles sanctions. Parallèlement, certaines sources affirment que les observateurs des droits de l'homme ont exprimé des soupçons selon lesquels des agents de Wagner pourraient être impliqués dans un massacre à grande échelle au Mali en 2022. Les rapports gouvernementaux, les remarques des représentants américains, les analyses d'experts et d'autres sources fournissent collectivement des informations sur les origines et les objectifs du groupe Wagner, ses activités illégales présumées et son importance stratégique pour la Russie, à la fois en Ukraine et dans divers contextes mondiaux. Selon Katrina Doxy, spécialiste du groupe Wagner au sein de l'organisation à but non lucratif Center for Strategic and International Studies, Wagner a commencé à s'impliquer dans le conflit russo-ukrainien en 2014, lors de l'annexion non autorisée de la péninsule de Crimée par la Russie. En janvier 2023, le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré qu'environ 50 000 combattants associés au groupe Wagner étaient présents en Ukraine. En décembre 2022, Kirby a informé les journalistes que le groupe Wagner avait obtenu de la Corée du Nord des armes destinées à être utilisées dans le cadre du conflit en Ukraine. Voyons comment le groupe Wagner a vu le jour. Vers 2014, Dmitri Utkin, un ancien officier russe, et le financier Yevgeny Prigojine ont cofondé le groupe Wagner, qui est apparu au début du conflit entre l'Ukraine et la Russie en Crimée. Des rapports du Combating Terrorism Center de West Point suggèrent cette origine. Selon certaines sources, le nom du groupe proviendrait d'un surnom d'Utkin, ou pourrait être lié au compositeur Richard Wagner, qui avait les faveurs d'Adolf Hitler. Evgeny Prigojine, connu comme le chef de Poutine en Occident, avait rencontré le président russe il y a plusieurs années, alors qu'il était restaurateur. Monsieur Prigojine a d'abord nié toute association avec le groupe jusqu'à la fin de l'année 2022, date à laquelle il a reconnu son implication, comme l'a rapporté l'Associated Press. Par la suite, il a évoqué son rôle dans le groupe Wagner à de multiples reprises, comme l'a indiqué CNN. En 2018, les procureurs américains ont inculpé Prigojine pour son implication présumée dans le financement de l'Internet Research Agency, ou IRA, qui a été qualifié par les États-Unis de ferme à trolls russe. L'IRA avait pour objectif d'exploiter les campagnes numériques pour aggraver les divisions politiques et sociales aux États-Unis. En février 2023, le département du Trésor américain a imposé des sanctions au groupe Wagner et à ses entités affiliées, les désignant comme une importante organisation criminelle transnationale. Ils sont accusés d'avoir commis des violations des droits de l'homme en République centrafricaine. Dans une démarche globale, le Trésor a sanctionné 9 personnes et 14 entités réparties entre la Russie, la Chine, la République centrafricaine et les Émirats arabes unis, principalement associés aux liens avec le groupe Wagner. En outre, le Trésor a identifié 2 yachts et un avion qui font désormais l'objet de restrictions de la part du gouvernement américain. Outre son engagement en Ukraine, le groupe Wagner a été opérationnel dans de nombreux pays d'Afrique et du Moyen-Orient.
Dans ces régions, le groupe a pris part à des conflits locaux, exploité des ressources et étendu la sphère d'influence de la Russie. Ces informations sont tirées de rapports publiés par le Combating Terrorism Center de West Point. Le groupe Wagner a également envoyé des troupes en Syrie en 2015 pour fournir une assistance au gouvernement Assad au milieu de la guerre civile syrienne en cours. Selon le Centre de lutte contre le terrorisme de West Point, le Mozambique et Madagascar sont d'autres pays où le groupe Wagner a été impliqué. Mais tout ne s'est pas bien terminé pour le groupe Wagner. Les deux fondateurs, Dmitri Utkin et Yevgeny Prigojine, auraient péri dans un accident d'avion le 23 août 2023. Leur mort a soulevé de nombreuses questions, car ils sont décédés juste un jour avant le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Outre Prigojine et Utkin, ainsi que les 3 membres d'équipage, les services d'urgence russes ont confirmé que 5 autres personnes avaient perdu la vie dans l'avion. Ces personnes étaient liées au groupe Wagner. Parmi elles, Valéry Tchekalov, un proche associé de Prigojine qui aurait supervisé ses actifs en Syrie, et Sergei Propustin, un vétéran de la guerre de Tchétchénie qui servait d'agent de sécurité personnelle à Prigojine, étaient des figures notables, comme l'a rapporté The Guardian. Le moment de leur mort est étrange, et nous en parlerons plus tard dans la vidéo. Mais avant cela, discutons en détail de Prigojine et Utkin, ainsi que de leur relation avec Poutine. Prigojine, Utkin et Poutine. Evgeny Prigojine est souvent assimilé à une figure polyvalente des opérations secrètes russes. Avec un passé criminel comprenant des condamnations pour des délits tels que le volume, la fraude et l'implication d'un mineur dans des activités illicites, il s'est reconverti dans des activités légitimes au cours des années 1990. Avant cela, il a passé 9 ans en prison pour ces méfaits. Libéré en 1990, Prigojine est retourné à Saint-Pétersbourg où il a vendu des hot-dogs dans toute la ville avant de se lancer dans une nouvelle entreprise. Il fonde New Island, un restaurant haut de gamme situé sur le front de mer de la ville. Ce restaurant de classe a rapidement gagné en popularité en tant que lieu de rencontre privilégié des personnes influentes de Russie, dont un futur président, Vladimir Poutine. Il a commencé son parcours professionnel en tant que propriétaire de restaurant à Saint-Pétersbourg avant de devenir traiteur au Kremlin. Pour décrire son activité plus récemment, on dit que l'entreprise de Prigojine englobe un vaste conglomérat de restauration fournissant des repas à un grand nombre de militaires russes aux forces de l'ordre, à des établissements médicaux et à des écoliers. Ces services sont facilités par des contrats substantiels financés par le contribuable, dont le montant est estimé à au moins 3 milliards de dollars depuis 2011. Cependant, ces activités non divulguées correspondent aux caractéristiques du réseau de sécurité caché d'un régime autoritaire. Ces entreprises secrètes impliqueraient la production à grande échelle de désinformation, la coercition des journalistes, la manipulation des élections, l'intervention politique stratégique et même des actions militaires secrètes. Il aurait créé le groupe Wagner en 2014. Utkin a un parcours différent de celui de Prigojine. Le colonel Dmitri Utkin, né le 11 juin 1970, a eu une carrière militaire distinguée, participant aux combats actifs pendant les 2 guerres de Tchétchénie. Après la fin de la phase militaire de la Deuxième Guerre, au début des années 2000, il a été stationné à Pechori, une ville proche de la frontière estonienne. Au cours de la décennie suivante, il a commandé la 2e brigade Spetsnaz du GRU. Son ancienne épouse a indiqué qu'il avait eu du mal à se réadapter à la vie civile et qu'il souhaitait ardemment retourner sur le champ de bataille. Après avoir pris sa retraite de l'armée, Dmitri Utkin a rejoint en 2013 le Moran Security Group, une entreprise privée créée par des vétérans de l'armée russe. L'entreprise s'est engagée dans diverses missions de sécurité et de formation à l'échelle mondiale, avec un accent particulier sur la lutte contre la piraterie. Au cours de la même période, des cadres supérieurs du Moran Security Group ont joué un rôle dans la création du Slavonic Corps, basé à Hong Kong. Ce groupe a recruté des entrepreneurs pour protéger les champs pétroliers et les oléoducs en Syrie dans le cadre de la guerre civile. Utkin a participé en tant que membre du Slavonic Corps en Syrie, où il a réussi à survivre à une mission qui s'est finalement soldée par un désastre. Il est revenu à Moscou en octobre 2013 et a créé le groupe Wagner. Bien que Dmitri Utkin soit souvent présenté comme le visage public et la figure principale de la SMP Wagner, les informations disponibles indiquent que sa position était plutôt celle d'un commandant de terrain. Les mercenaires associés au groupe Wagner semblent opérer dans le cadre d'une structure hiérarchique plus large, sous la surveillance directe du Kremlin et en lien avec SS, service de renseignement militaire. Comme on peut le voir, on ne sait pas très bien qui des deux a créé le groupe Wagner. Utkin et Prigojine ont tous deux été désignés comme ses fondateurs et ses dirigeants. Finalement, ce que nous savons d'après les sources, c'est que les deux ont travaillé ensemble. La question se pose de savoir comment ils se sont connus, bien qu'ils soient issus de milieux différents. Pendant longtemps, des rapports ont suggéré que Prigojine était lié à Wagner. On a souvent entendu dire qu'il était le principal financier et le véritable propriétaire du groupe Wagner. Cependant, Prigojine a toujours nié ces liens
et a même intenté une action en justice contre des organismes tels que Bellingcat, Medusa et Echo of Moscow pour avoir rapporté ses liens présumés avec l'organisation de mercenaires. Curieusement, en septembre 2022, il a affirmé avoir changé de position et déclaré avoir fondé le groupe lui-même, en se chargeant de tâches telles que le nettoyage de vieilles armes, l'organisation de gilets pare-balles et l'enrôlement de spécialistes. Il a affirmé que cela avait conduit à la formation d'un groupe de patriotes, plus tard connu sous le nom de Bataillon Wagner, à partir du 1er mai 2014. Prigojine est devenu le visage public de Wagner et a été désigné comme son chef, mais en raison de son manque d'expérience militaire, il se serait appuyé sur Utkin pour superviser les activités militaires du groupe. Une autre question se pose. Comment les deux hommes et le groupe Wagner étaient-ils liés au président Poutine? En décembre 2016, Utkin a été photographié aux côtés du président russe Poutine lors d'un événement organisé au Kremlin en l'honneur des récipiendaires de l'Ordre du Courage et du titre de héros de la Fédération de Russie. Parmi les autres personnes présentes sur la photo figurait Alexander Kuznetsov, également connu sous le nom de Ratibor, qui serait le chef de la première unité de reconnaissance et d'assaut de Wagner, ainsi qu'Andrei Bogatov, commandant de la 4e compagnie de reconnaissance et d'assaut, et Andrei Trochev, directeur exécutif de l'entreprise. Après l'événement, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé la présence d'Utkin à la réception quelques jours plus tard. Comme nous l'avons mentionné précédemment, Prigojine avait rencontré Poutine alors qu'il travaillait comme restaurateur. Selon certaines sources, le 27 juin 2023, le président Poutine a annoncé une enquête sur les dépenses du groupe Wagner et a également reconnu que le gouvernement russe était responsable du financement intégral du groupe par le biais des budgets de la défense et de l'État. Il a révélé que de mai 2022 à mai 2023, l'État russe a versé 86 milliards 262 millions de roubles, soit environ 1 milliard de dollars, au groupe. Cette révélation est importante, étant donné que M. Poutine a précédemment nié tout lien entre l'État russe et Wagner, affirmant souvent qu'il s'agissait d'une société militaire privée. Si nous en savons déjà beaucoup sur Vladimir Poutine, examinons son parcours politique en quelques mots. En 1975, Vladimir Poutine est devenu membre du KGB, également connu sous le nom de Comité pour la sécurité de l'État, et a travaillé pendant 16 ans en tant qu'agent de renseignement étranger pour le KGB, atteignant finalement le poste de lieutenant-colonel. Il a décidé de démissionner en 1991 pour se lancer dans une carrière politique à Saint-Pétersbourg. En 1996, il s'est installé à Moscou et a rejoint l'administration du président Boris Eltsine. Dans un premier temps, il a brièvement occupé le poste de directeur du Service fédéral de sécurité, FSB, et a également été secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie. En août 1999, il a été nommé Premier ministre. Après le départ d'Eltsine, Poutine a assumé le rôle de président par intérim et, en l'espace de moins de 4 mois, a été élu pour son premier mandat présidentiel. Il a été réélu en 2004. En raison de la limite constitutionnelle de 2 mandats présidentiels consécutifs, M. Poutine a été une nouvelle fois Premier ministre de 2008 à 2012 sous la présidence de Dmitri Medvedev. Il est revenu à la présidence en 2012 après une élection entachée par des accusations de fraude et des manifestations publiques, puis a été réélu en 2018. Selon certaines informations, en avril 2021, un référendum a facilité l'adoption d'amendements constitutionnels dont l'un l'autorisait à briguer 2 nouveaux mandats, ce qui pourrait prolonger sa présidence jusqu'en 2036. Le président russe Vladimir Poutine et les fondateurs du groupe Wagner, Dmitri Utkin et Yevgeny Prigojine, auraient collaboré étroitement en coulisses, même s'ils ne l'ont pas ouvertement admis. En 2023, le gouvernement russe a conféré le titre d'ancien combattant aux personnes affiliées au groupe Wagner qui ont participé à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais il semble que tout ne se soit pas bien terminé. La mutinerie. Le 5 mai 2023, Prigojine aurait tenu le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, et le chef d'état-major des forces armées russes, le général Valery Gerasimov, pour responsable du nombre important de victimes au sein du groupe Wagner, les attribuant à des dizaines de milliers. Il a affirmé que les membres du groupe Wagner se portaient volontaires et sacrifiaient de leur vie, alors que les responsables restaient confinés dans des bureaux luxueux. Dans une vidéo publiée le 23 juin 2023, Prigojine affirme que les explications du gouvernement russe sur l'invasion de l'Ukraine sont basées sur des mensonges. Il a accusé le ministère russe de la Défense, dirigé par Shoigu, de tenter d'induire en erreur le public et le président, en affirmant que l'Ukraine se livrait à une agression extrême et préparait un assaut soutenu par l'OTAN contre la Russie. Selon certaines sources, le 24 juin 2023, Prigojine a été accusé par le gouvernement russe d'avoir orchestré un soulèvement armé. Il avait menacé d'attaquer les forces russes en réponse à ce qu'il prétendait être une attaque aérienne contre son personnel paramilitaire.
Les forces de sécurité russes ont accusé le fondateur du groupe Wagner d'être à l'origine d'une tentative de coup d'État, car il aurait déclaré une marche de la justice contre l'armée russe. Prigojine a partagé un message vocal affirmant que Wagner avait quitté l'Ukraine et avançait vers la ville russe de Rostov-sur-le-Don. Des généraux russes de haut rang ont appelé les combattants de Wagner à battre en retraite. Voici ce que Prigojine aurait dit dans le message vocal. « Nous sommes 25 000 et nous venons pour régler les choses. Ceux qui veulent se joindre à nous, il est temps d'en finir avec ce désordre. » Simultanément, l'Agence de sécurité nationale russe, le FSB, aurait révélé qu'elle avait engagé des poursuites pénales contre Prigojine et qu'elle cherchait à l'arrêter. Prigojine a répliqué en affirmant que les mercenaires de Wagner étaient entrés dans Rostov sans rencontrer d'opposition. Prigojine aurait également diffusé une vidéo montrant des arbres endommagés et une tranchée en feu, suggérant qu'il s'agissait d'un camp wagnérien pris pour cible par les forces russes et impliquant des pertes importantes parmi les troupes wagnériennes. Cependant, la vidéo elle-même ne révèle aucun corps. Selon certaines sources, voici ce que Prigojine a dit dans la vidéo. « Ils négligent la vie des soldats. Ils ont oublié le mot « justice » et nous le leur rendrons. » Selon certaines informations, dans un discours télévisé diffusé peu après, M. Poutine a qualifié les actions de M. Prigojine de coups de poignard dans le dos. Plus tard, dans la journée du 24 juin, un contingent des forces Wagner aurait avancé dans la région de Voronej, à environ 300 miles au sud de Moscou. Étonnamment, il semble que les forces russes ne s'opposent pas à leur progression. Cependant, la marche s'est arrêtée le soir même lorsque Prigojine a brusquement déclaré que ses mercenaires allaient faire demi-tour pour retourner à leur camp de base. Il a exprimé son intention d'éviter toute perte de vie russe. Il semblerait que ce revirement spectaculaire soit le fruit d'un arrangement avec Poutine. Le Kremlin a révélé que Prigojine serait transféré au Bélarus et ne ferait pas l'objet de poursuites judiciaires pour ses récentes actions. Il s'agit d'une décision choquante de la part de Poutine, car le Kremlin n'est pas connu pour être indulgent. On a supposé qu'il s'agissait d'une décision délibérée du président Poutine pour attraper d'autres traîtres en faisant preuve d'indulgence. Au lendemain de la tentative de coup d'État, Prigojine s'est largement retiré de la scène publique, mais sa réapparition et ses activités ultérieures en ont intrigué plus d'un. Bien que ses médias aient été dissous, il a continué à résider en Russie. Il a été aperçu à Saint-Pétersbourg lors d'un sommet réunissant des dirigeants africains auquel assistait M. Poutine. Parallèlement, certaines troupes Wagner ont été transférées dans un camp établi au Bélarus. Prigojine a continué à voyager et à travailler principalement en Afrique, sans faire beaucoup d'apparitions publiques après la mutinerie et son renversement, mais il a péri dans un accident d'avion le 23 août 2023. Dimitri Utkin se trouvait dans le même avion que de nombreux autres dirigeants de Wagner. Personne dans l'avion n'a survécu. L'avion survolait la région de Tver, à Moscou, lorsqu'il est tombé du ciel, selon certains témoins. S'agit-il vraiment d'un accident? Selon les spéculations et certaines sources, la date de l'accident donne à penser qu'il ne s'agit pas d'un simple accident ou d'un problème technique dans l'avion. L'incident s'est produit juste un jour avant la fête de l'indépendance de l'Ukraine. Et il y a exactement 2 mois, le 23 juin 2023, Prigojine avait poignardé Poutine dans le dos. Parmi les théories à l'étude figure la possibilité qu'une bombe ait été introduite clandestinement dans l'avion, comme l'ont rapporté les médias russes. Un fonctionnaire américain a informé CBS News que l'explication la plus plausible semblait être une explosion survenue à bord de l'avion. Bien que la cause spécifique de l'explosion soit incertaine, une bombe est un facteur potentiel, a indiqué le fonctionnaire. En outre, une théorie présentée par une chaîne Telegram associée à Prigojine suggère que l'avion aurait été abattu par les forces antiaériennes russes. Cette affirmation n'a toutefois pas été vérifiée et le Pentagone a déclaré jeudi qu'il n'y avait pas d'informations corroborant cette affirmation. Selon certaines sources, le président russe a reconnu que le chef du groupe militaire privé était une personne talentueuse qui avait commis de graves erreurs dans la vie. M. Poutine a présenté ses condoléances aux familles des 10 personnes qui auraient pris place dans l'avion qui s'est écrasé. S'il s'agit vraiment d'une vengeance planifiée par l'État russe, pourquoi n'a-t-il pas agi immédiatement? Pourquoi avoir attendu 2 mois? Comme indiqué précédemment dans cette vidéo, si l'on en croit les spéculations, Poutine voulait attraper d'autres traîtres entre-temps. Certaines sources affirment également que s'il en avait trouvé d'autres, ils seraient également dans l'avion. Si l'on en croit les rumeurs, il s'agissait d'une attaque bien planifiée, une vengeance pour la mutinerie de Prigojine. Le fait que Prigojine ait échappé au châtiment semble étonnamment incohérent, surtout dans le contexte de la campagne de Poutine visant à réprimer les hauts responsables de la sécurité liés à Wagner, comme le général Sergueï Surovikin. Cette initiative visait également les partisans de la ligne dure qui attribuaient à M. Poutine les lacunes de l'armée russe en Ukraine. Le président russe a eu le temps de s'occuper des actifs de Prigojine et de discipliner les partisans de la ligne dure avant de se venger définitivement. Selon les experts, il s'agit bel et bien de la fin du groupe Wagner.
Selon les informations disponibles, ce sont les compétences de Prigojine en matière de réseautage et son leadership qui ont permis au groupe de continuer à fonctionner jusqu'à présent. Bien qu'il y ait eu des spéculations sur des successeurs potentiels de Prigojine qui obtiendraient l'approbation du Kremlin, la certitude que l'un d'entre eux puisse remplir son rôle avec succès reste incertaine. Une grande partie des opérations de Wagner en Afrique, qui mêlent campagne de désinformation, activités commerciales ambiguës et activités mercenaires, s'appuient largement sur les réseaux douteux que Prigojine et ses proches associés ont cultivés au fil du temps. Par exemple, il a été suggéré que Wagner fournissait une assistance à la junte militaire au Mali, une action qui a joué un rôle dans le choix de la France de mettre fin à son intervention militaire de près de 10 ans dans ce pays. Alors que le Kremlin a récemment cultivé des relations plus directes avec les chefs militaires des pays du Sahel, Prigojine a systématiquement entretenu des liens personnels avec des seigneurs de la guerre, des chefs de coups d'État militaires, des politiciens corrompus et des entrepreneurs en quête de pouvoir et de richesse. Grigory Youdin, qui dirige la philosophie politique à l'École des sciences sociales et économiques de Moscou, a déclaré « L'enquête interne sur la mutinerie est terminée. Surovikin a été démis de ses fonctions hier et les coupables ont été exécutés. Il leur a fallu 2 mois pour enquêter, rendre le verdict et l'exécuter. S'ils avaient conclu que Surovikin faisait partie du complot, il aurait également été dans l'avion. Il ne s'agit que de spéculation et de possibilités. Il s'agit pour l'instant d'une situation peut-être, et il est probable que, comme tout ce qui concerne le gouvernement russe, cette affaire pourrait rester secrète à jamais. Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais ce que vous pouvez savoir, ce sont toutes les informations qui sont à votre disposition pour que vous puissiez y réfléchir. Pour visionner d'autres vidéos de ce type, cliquez sur l'une des cartes à l'écran.